Bonjour, chers amis, chers collègues, cher monsieur Apse, cher monsieur Mnangagwa, chers amis, mesdames, messieurs. Je suis très heureux de vous saluer ici pour le 27e Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Et cette année, nous avons plus de 12 000 personnes invitées qui représentent plus d'une centaine de pays. Ce sont des actionnaires, des dirigeants de grandes entreprises, des experts reconnus, des analystes, des représentants des milieux politiques, gouvernementaux. Et traditionnellement, ce forum donne la possibilité non seulement d'établir des relations de coopération sur de grands projets lancés en commun, mais aussi de procéder à des échanges de vues sur les questions et les tendances qui sont à l'ordre du jour aujourd'hui sur le plan des relations économiques et sur les processus qui se font aujourd'hui dans le monde actuel. Nous voyons comment, entre différents pays, il y a une compétition pour le renforcement de la souveraineté à trois niveaux, au niveau de l'État, au niveau des valeurs et au niveau économique. Et les pays qui encore étaient des leaders de ce développement international cherchent à maintenir ce pouvoir qui leur échappe entre les mains. Il n'y a rien d'éternel ici, et quand un pays ou une personne dans sa vie cherche à maintenir ses positions, quand c'est en utilisant le mensonge, ce n'est pas bien. Quand c'est en utilisant la vérité, c'est bien. Et ici, bien sûr, nous voyons que dès maintenant, l'économie, la première au monde, c'est la Chine, loin devant l'Inde. Et ces pays sont très en avant au point de vue du dynamisme. Et on voit l'Asie, l'Afrique avec une grande natalité et pour l'instant un niveau abaissé d'urbanisation. Les experts estiment que ce sont ces pays qui vont définir la carte économique du monde dans le siècle à venir. Et nous voyons aussi aujourd'hui des technologies en plein développement, en plein essor. Et on voit des nouvelles pratiques, des dynamiques sur le plan industriel, sur le plan économique. Et on voit s'utiliser les nouvelles technologies. Et les pays qui savent non seulement produire ces nouvelles solutions, mais ensuite les mettre en pratique pour devancer ce progrès, ce sont ces pays qui peuvent remporter le progrès. Et là, il y a des transformations économiques qui sont essentielles et nous voyons évoluer notre secteur financier, notre secteur électronique, le secteur des services de transport, le service de l'administration publique. Les mêmes processus sont observés dans le domaine de l'armement, où là aussi nous avons un rythme de progression technique très important. Tout cela est déterminant pour l'avenir de notre pays. Et je suis convaincu que dans les conventions actuelles et à long terme, le rôle, le poids et même l'avenir des États va dépendre de l'efficacité selon laquelle les pays pourront répondre à ces défis. Comment ils pourront utiliser leurs avantages compétitifs et rattraper leurs points faibles pour pouvoir être en compétition avec les autres pays. En février de cette année, au cours de mon discours à l'Assemblée nationale, j'ai adressé un programme pour les 10 ans à venir et même au-delà. Le format du forum permet de mettre l'accent sur l'ordre du jour économique de notre développement, sur le changement qualitatif de nos structures et de notre implication du soutien de l'État et d'unir les ressources économiques en personnel, financière à tous les niveaux de pouvoir jusqu'au niveau municipal. Et la gestion de ces grands projets nationaux de développement national sont très importants, supposent des modifications, des évolutions. Et compte tenu du caractère international de notre pays, nous avons besoin de développer ces relations économiques à partir des positions que nous cherchons à occuper sur le marché mondial.
et à modifier la structure de nos exports. Et malgré tous les inconvénients, tous les obstacles, les sanctions qui ont été prononcées contre nous, nous sommes aujourd'hui un acteur majeur du commerce international. Nous développons notre logistique, notre coopération sur le plan géographique avec tous les pays d'Asie, avec une augmentation de 60% du volume de nos échanges avec les pays asiatiques, avec les pays du Proche-Orient. Cet échange a été multiplié par 2 entre les années 2020 et 2022. Et chers amis, nos invités, les présidents de la Bolivie et du Zimbabwe vont parler de ces défis et des mesures qu'ils doivent prendre dans leur pays. Et nous devons être attentifs justement à cette évolution rapide aux pays qui sont émergents dans un sens rapide. C'est eux qui vont déterminer le tableau de la situation économique dans le monde. Cela va de pair avec nos échanges en produits. Nous allons travailler avec nos partenaires au sein de l'Union économique eurasiatique, avec tous les participants. L'an dernier, le VIP de l'ensemble de ces pays a augmenté de 3,8%. Et dans certains domaines, 4,7%. Et c'est un saut qualitatif ici en matière de livraison de produits finis, de services. C'est-à-dire, c'est pas seulement une exportation sur des biens matériels, mais sur des services. Et nous pouvons augmenter encore de 2/3 par rapport à l'année 2023 cette année. Il ne s'agit pas simplement de l'augmentation de nos exportations, mais en valeur absolue, en tonnes de produits finis, mais il s'agit aussi de produits de grande transformation. Et les grandes entreprises participent ici à ces marchés, à l'extension de notre coopération sur le plan géographique. Mais cela n'est pas suffisant aujourd'hui. Nous sommes prêts à proposer aux autres pays d'autres formes de partenariat sur le plan technologique, notamment avec des cycles complets de produits et de services, avec la formation de personnel, l'implantation de sites de production, avec des systèmes d'assurance, de garantie, pour travailler avec des transferts de technologie aussi sur un pied d'égalité, et cela nous permettra d'établir des liens plus solides entre les pays et de renforcer la capacité d'une autre sur ces marchés internationaux. En travaillant avec les marchés internationaux, nous travaillons à long terme. Nous posons des bases qui sont importantes. Et un de nos leaders ici en la matière, c'est la société Rosatom, qui est leader en technologie nucléaire dans le monde, et on voit manifestement de nouveaux marchés s'ouvrir, notamment sur le plan logistique et vers l'Extrême-Orient, vers la Chine, vers les pays de la zone Asie-Pacifique. Il y a ce qu'on appelle le polygone ferroviaire de l'Extrême-Orient, et nous avons vu ici, c'est la 3e étape de sa modernisation aujourd'hui. À l'horizon 2030, nous aurons la possibilité de développer cette capacité de transport jusqu'à 210 millions de tonnes par an à 2030, voire 270 millions de tonnes en 2030. Et nous travaillons aussi dans la direction sud pour développer le corridor logistique nord-sud. Nous travaillons avec les grandes artères internationales, en commençant par la route maritime du Grand Nord, qui a déjà transporté 36 millions de tonnes et qui pourrait dépasser 150 millions de tonnes à terme. Et nous continuerons à travailler les infrastructures de cette voie maritime du Nord sur les ports arctiques. Et ici, nous avons les dirigeants des entités de la Fédération de la zone Grand Nord qui sont impliqués ici. Nous développons cette zone arctique
Et dans l'ensemble, nous prévoyons que d'ici 2030, le volume de transport passant par la Russie sera multiplié par 1,5 par rapport à 2021. Et cela grâce à au renforcement de la compétitivité de notre secteur des transports. C'est important tant pour les exportateurs que pour les importateurs. C'est la simplification et l'harmonisation des systèmes de paiement internationaux et la confiance que les pays occidentaux vis-à-vis du dollar s'effondrent. Et donc aujourd'hui, nous avons besoin d'augmenter cette part des règlements financiers en devises nationales. Et justement, depuis l'an dernier, nous avons divisé par deux ce que nous appelons ces règlements dits toxiques en augmentant le nombre de règlements en roubles à hauteur de 40%. Et depuis, entre 2021 et 2023, la part des exports réglés en roubles a été multiplié par 3 pour atteindre 39%. Et avec nos partenaires étrangers, nous allons continuer à pratiquer donc ces règlements en devise nationale qui renforcent l'efficacité, la capacité de nos pays. Notamment dans le cadre du BRICS, nous mettons en place un système de paiement indépendant, non sujet aux différents revers politiques qui peuvent survenir dans le monde. Et je rappelle à cet égard que cette année, dans le cadre des activités des BRICS, nous avons eu de nouveaux participants, l'Arabie Saoudite, l'Iran, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, l'Éthiopie. Et donc, la part de notre union dans le PIB mondial a augmenté à hauteur de 36%. Et c'est 46% de la population mondiale. Et les BRICS ont un très grand potentiel ici d'élargissement pour d'autres partenaires. Ces contacts sont établis dans beaucoup de lignes. Il y a ceux au sein du BRICS et nous saluerons tous ceux qui voudront nous rejoindre. Et dans le cadre des BRICS, nous avons des relations qui ne sont pas seulement sur le plan de l'économie, mais aussi sur le plan des relations intellectuelles, des relations de sécurité. Et compte tenu des défis mondiaux qui s'opposent aujourd'hui, je le souligne, nous avons des opportunités pour l'économie nationale qui se développe. En conséquence, la deuxième dimension d'évolution ici, c'est la capacité de modification de la structure sectorielle de notre pays, de notre économie. Vous savez que le bilan de l'an dernier montrait une augmentation de 3,6% du PIB national et pour le premier trimestre de cette année, on est déjà à 5,4%, c'est-à-dire que notre taux de croissance dépasse le taux moyen mondial et cette dynamique est définie non pas par les productions matérielles, mais par les autres services. Et en 2023, je peux préciser que l'augmentation du PIB était élevée à 45,5% grâce justement à la production matérielle. Mais aujourd'hui, tout le reste, c'est la logistique, c'est les services, c'est l'énergie et d'autres formes telles que les services communaux. Tout ce travail se fait à hauteur aujourd'hui de 61,5%. Ce sont les services financiers, les services hôteliers et d'autres. Nous nous sommes fixés pour objectif de faire partie des 4 premières grandes économies du monde. Et d'ailleurs, selon certaines données, y compris celles de la Banque mondiale, la semaine dernière, la Banque mondiale a émis de nouveaux rapports et a placé la Russie en 4e place. Nous sommes devant le Japon. La Russie occupe donc le 4e rang mondial en PIB et en parité de pouvoir d'achat au niveau du Japon. Mais ce que je veux noter ici, c'est que la question, ce n'est pas simplement des calculs de PIB, ni concrètement le 4e rang dans le tableau. C'est que la Russie, la République fédérale d'Allemagne, le Japon
la différence entre ces pays n'est pas grande. Mais nous comprenons que la position de leader doit être confirmée en permanence. Elle doit être confortée parce que les autres ne restent pas les bras croisés. Ils ont aussi des objectifs de croissance à long terme. Et c'est ce que nous faisons, nous. Et c'est notre objectif aujourd'hui. La question, ce n'est pas seulement d'être à côté d'autres pays dans le tableau, l'Allemagne ou le Japon. Mais il y a d'autres pays aussi qui ne croisent pas les bras. Il y a l'Indonésie, par exemple. L'économie se développe, la population augmente. Nous ne devons jamais oublier ça. Donc, ces objectifs nécessitent un investissement en personnel, une souveraineté technologique et une amélioration de notre compétitivité au niveau de notre production, tant sur les marchés extérieurs que sur notre marché intérieur. Et le résultat de ce développement, de cette progression, de cette offre, doit s'accompagner de fixation des importations à 17% du PIB en 2030 et cette année, la part des importations était à 26% de cette année du PIB. Et en 2023, elle était à 19%, c'est-à-dire 32 000 milliards de roubles. Donc, on a une dynamique qui est positive. Encore une fois, la part des impôts doit se réduire, non pas en raison de barrières administratives, mais en raison de la compétitivité de ce que nous offrons face aux besoins du marché intérieur dans le domaine des services, des hautes technologies, de l'agriculture. Et on a un exemple très concret ici et positif. Il y a beaucoup d'exemples qu'on pourrait citer, mais je pourrais parler en matière d'agroalimentaire. Nous avons ici des capacités qui, en 15 ans, qui ont été quasiment doublées. Et aujourd'hui, la Russie est au 4e rang en production de viande et augmente ses exportations en la matière. Et je dois dire d'ailleurs que la Russie satisfait à 100% ses besoins en consommation de viande. Et en 2023, la Russie a battu un record avec 80 kilos de viande par personne par an, alors qu'en moyenne, c'est 42 kilos par personne. Je le répète, notre pays peut et va développer plus de biens de consommation, plus de moyens de transport. Nous sommes prêts à lancer de nouveaux projets, à créer des emplois dans tous les secteurs, dans toutes les régions du pays. À 2030, nos investissements devraient augmenter de 60% en la matière. Mais évidemment, ici, tous les spécialistes présents ici comprennent bien ce que signifie le capital, les investissements. Ils savent très bien que ce sont des gages pour le développement à venir. Ces dernières années, dans l'ensemble, je le souligne, nous avons, dans cette orientation essentielle, une dynamique qui est tout à fait positive. En 2022, le plan était de 4,5% d'investissement. Et dans la réalité, on était à 8,6%. En 2022, on était 9,5% d'objectifs et à 15,9% dans la réalité. En 2023, 15% d'objectifs et on est arrivé à 27,2%. Donc, on dépasse ce qui est prévu et c'est un indicateur très positif. Bien sûr, les activités d'investissement doivent être assurées par les ressources. J'ai déjà dit que nous allons octroyer de l'argent supplémentaire pour développer les crédits immobiliers. Nous allons doubler les ressources pour ce domaine. Nous devons également renforcer d'autres structures aussi pour faire cela. Grâce à ces structures, nous avons déjà réalisé des projets à un montant de 2 000 milliards de roubles. Et je propose d'augmenter progressivement les ressources de cette fondation. Lors de la première étape, nous allons augmenter les ressources à 600 milliards de roubles. Cela permettra d'augmenter les projets du secteur réel à un montant total de 6 000 milliards de roubles.
L'objectif très important, c'est d'augmenter les volumes de crédit immobilier pour assurer la souveraineté technologique. Et pour faire cela, nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la taxonomie de ces projets. Donc le système doit être assuré pour renforcer les investissements, augmenter les investissements dans les domaines clés. Nous devons également mettre en œuvre des projets clés qui visent les changements structurels de l'économie. Nous allons augmenter le nombre de projets qui vont viser de tels systèmes, ce qui permettra d'attirer des ressources supplémentaires pour réaliser ces projets. Le gouvernement est prêt de diversifier les risques des entreprises. Nous avons également mis en œuvre une fondation pour la mise en œuvre des projets d'infrastructure. Nous avons discuté des paramètres de cette fondation. Nous avons parlé à la communauté d'entrepreneurs. Nous avons collaboré avec le gouvernement. Tous ceux qui ont pris les décisions se trouvent dans cette salle. Les investisseurs privés investissent dans l'économie russe de manière active en collaboration avec la Fondation russe d'investissement. Dans la Douma d'État, nous avons des projets de loi qui permettront d'élargir les mécanismes du partenariat public-privé et cela nous permettra également de renforcer notre domaine aérospatial. Je vous prie d'adopter ces projets de loi dans les meilleurs délais. Encore une fois, je tiens à dire que pour soutenir cette ambiance d'investissement, nous devons également développer notre marché de capitaux. Nous devons augmenter l'efficacité de ce marché. Nous devons attacher une importance particulière aux capitaux de la population russe qui investissent dans ce secteur. Aujourd'hui, nous avons 36 millions d'investisseurs. Ce sont des citoyens qui ont investi dans l'économie. Leurs actifs ont augmenté de 1,5% et leurs ressources s'élèvent à 8 000 milliards de roubles. Et la demande a dépassé l'offre pendant ces dernières années. La capitalisation du marché russe a doublé et il en ira de même dans le numéraire. Et je prie le gouvernement, en collaboration avec la Banque centrale, de proposer des mesures supplémentaires pour stimuler l'arrivée de nouvelles entreprises sur le marché. Il faut également penser à compenser les dépenses pour les entreprises qui arrivent sur le marché. Nous devons le faire en collaboration avec la Banque centrale, avec le ministère des Finances, et les dépenses de ces entreprises qui sont liées à des procédures bureaucratique doivent être réduites. Nous devons également avoir des investissements dits longs. Nous devons notamment attirer des investissements des citoyens de la Fédération de Russie. Je tiens à rappeler que nous avons lancé des programmes spéciaux pour favoriser les investissements des citoyens russes. Ils sont assurés par le gouvernement et les impôts ont été également réduits. Le programme ne se développe pour le moment dans un rythme accéléré, donc je propose de poursuivre, de soutenir ce secteur et je considère important de prolonger le délai de l'assurance par le gouvernement de ces investissements jusqu'à 10 ans. Je propose au gouvernement de travailler en la matière pour que les citoyens russes assurent ces investissements. Compte tenu de la manque de la main-d'œuvre, cela sera bénéfique pour les entreprises. Les fonctionnaires vont travailler dans ces entreprises. Je tiens à rappeler que nous allons mettre en œuvre des certificats de dépôt. Cela permettra de déposer l'argent dans les banques avec un taux qui est supérieur du taux que nous observons aujourd'hui. Nos institutions financières, ils doivent faire tout ce qui est nécessaire pour faire cela. Mais pour ceux qui déposent l'argent dans les banques, cela est bénéfique. Et je propose aux fonctionnaires russes de réfléchir à cela. Nous en allons parler un peu plus tard. D'ici 2025, nous allons également assurer la vie des citoyens. Et les dépôts des citoyens seront investis dans les actions et ensuite les acheteurs de ces assurances vont avoir des
des revenus. Cela va augmenter l'attractivité de ces investissements. Et donc je propose dans la matière d'augmenter les ressources du gouvernement en la matière. Nous avons également des mécanismes d'impôt, ce qui permet de diminuer les charges des entreprises. Cela est justifié par la nécessité d'assurer la souveraineté technologique. Cela permettra de stimuler les dépenses au domaine clé des entreprises. Et je propose au gouvernement d'utiliser ces ABAC non seulement pour des entreprises, mais pour des secteurs de l'économie. À cet égard, je tiens à rappeler que nous avons déjà pris la décision selon laquelle les investissements, les entreprises pourront utiliser une partie de leurs revenus qui a été libéré après que les crédits de ces entreprises ont été fermés par le gouvernement. Cela permettra à tous les participants du marché, aux activités économiques, de travailler de manière plus efficace. Je vais en parler davantage un peu plus tard. Je vous rassure que le gouvernement va soutenir les investisseurs grâce aux possibilités du gouvernement qui croient dans la région. Et en ce qui concerne les ABAC, dans les entités de la Fédération de Russie, nous allons également avoir de tels mécanismes au niveau national. Cela vise à stimuler la justice sociale et à diminuer l'écart entre les couches de la société. Nous devons faire cela en collaboration avec des institutions correspondantes. Nous devons mettre en œuvre de tels projets. Nous devons faire de cet ABAC un instrument efficace. Pour ce qui est de ces instruments du soutien aux entreprises, je tiens à dire que nous avons un tel mécanisme tel que le standard d'État et nous devons travailler avec l'entreprise pour établir des principes communs afin d'attirer les investisseurs de la Fédération de Russie. Nous devons créer dans chaque région de la Fédération de Russie un écosystème d'investissement. Nous devons créer un algorithme clair de collaboration avec les entreprises et les investisseurs et nous devons mettre en œuvre des mesures de soutien en la matière. À l'heure actuelle, le standard d'investissement a été mis en œuvre dans toutes les entités de la Fédération de Russie. Nous avons formé des cadres, tous les cadres qui sont chargés de la coopération avec les investisseurs. Chers amis, chers collègues, je tiens à remercier les équipes régionales et les instances du gouvernement pour le travail qui a été effectué. Je sais qu'il y a des propositions de faire une loi de ce standard et je propose au gouvernement de le faire. Et nous devons également favoriser, promouvoir ce mécanisme, nous devons mettre en œuvre ce mécanisme. Voilà, c'est notre objectif dans les années à venir. Et ceux qui vont avoir des succès en la matière, nous devons bénéficier des primes de la part du gouvernement. Je tiens à souligner que ce standard d'investissement a permis à plusieurs entreprises d'améliorer l'ambiance d'investissement et traditionnellement, l'issue de la mise en œuvre de ce standard est présentée lors de ce forum économique oriental. Nous devons également faire cela et grâce à ces efforts, nous avons réussi à améliorer la balance d'investissement dans 74 régions de la Fédération de Russie. Parmi les régions qui ont démontré la dynamique positive figure la région d'Arkhangelsk, la région de Rostov et je félicite mes collègues. Je vous souhaite plein succès.
Je tiens à ajouter que nous allons perfectionner également l'ambiance d'investissement. Nous allons échanger l'expérience avec nos partenaires dans le cadre des BRICS, notamment dans la réunion du Conseil d'observation des initiatives. Nous nous sommes mis d'accord de perfectionner ce système. Nous basons sur le système national des affaires. C'est notre analogue des systèmes qui fonctionnent également au niveau international. Chers collègues, le troisième changement structurel que nous essayons d'avoir, c'est le changement du marché du travail. Aujourd'hui, en Russie, nous avons en bas chômage. Aujourd'hui, le chômage est au niveau de 6%, ce qui est très important. Nous avons diminué la composante structurelle. Donc, nous avons diminué le chômage parmi les jeunes dans les régions où ce chômage a été traditionnellement élevé. Il y a 15 ou 20 ans, la question principale était de savoir comment trouver un emploi. Aujourd'hui, la question est de savoir où trouver les cadres pour ces emplois. Dans les conditions actuelles, il faut changer le système de formation selon les exigences du marché de travail. Nous devons créer des opportunités pour les employés. Ces employés doivent augmenter leur niveau de compétence. Pour cela, nous avons des estimations de la formation des cadres et sur base de ce programme, nous formons la stratégie du développement national et le taux de fonctionnaires qui sont expérimentés, qui ont une formation nécessaire, va augmenter. Et ces employés vont avoir un salaire qui sera élevé. Je tiens à dire que le gouvernement doit assurer une telle transformation. Le rôle important est joué par le projet fédéral qui s'occupe de la formation des cadres. Il a déjà permis de changer la base technologique des collèges, des établissements d'enseignement dans plusieurs domaines. Et pour cela, d'ici 2028, nous devons former environ 1 million de spécialistes dans plusieurs métiers. Nous en allons parler davantage, et nous en avons déjà parlé. Je tiens juste à rappeler ces faits. En ce qui concerne l'école, dans les 10 années à venir, en Russie, il y aura des campus et des campus universitaires également qui auront des opportunités pour mener des recherches, pour mener les travaux scientifiques où vont vivre les étudiants. Je tiens à souligner également que nous allons estimer les travaux des universités, des collèges et des lycées en Fédération de Russie conformément au travail de ces spécialistes sur le marché et au fait à ce comment augmente leur salaire. Nous devons également former des spécialistes qui sont compétentes, qui peuvent partager leur expérience, qui peuvent devenir de vrais professeurs. À cet égard, nous devons soutenir les espoirs des personnes. Nous devons également permettre aux personnes âgées de travailler. Nous devons permettre à ces personnes de partager leur expérience, de partager leurs compétences. Cela sera bénéfique pour notre système social et économique. Il faut également augmenter le salaire des personnes âgées qui travaillent. Nous abordons ce sujet avec nos collègues du gouvernement. Nous avons déjà abordé ce sujet avec le gouvernement de Saint-Pétersbourg lors de notre rencontre. Cette rencontre s'est tenue justement après cette séance plénière et je tiens à dire que nous avons pris la décision suivante. Malgré, à cause de certaines restrictions, nous n'avons pas indexé les pensions des personnes âgées. C'est une question importante qui concerne la plupart de la population de la Fédération de Russie et cette question est très importante aujourd'hui. Nous avons des ressources pour résoudre cette question pour le bien de la population. Je propose de recommencer l'indexation des pensions des personnes âgées à partir de l'année suivante.
À partir du 1er février 2025, chaque année, les pensions de retraite seront réindexées, non seulement à ceux qui ont cessé de travailler, mais aussi à ceux qui continuent à travailler. C'est une mesure juste et je prie le Parti Russie Unie de travailler avec le gouvernement pour mettre en place une loi en ce sens. Je sais que les autres groupes parlementaires soutiendront cette initiative. Et il y a aussi une augmentation de l'efficacité et là les indicateurs doivent correspondre aux ordonnances que j'avais données au mois de mai. Nous sommes ici dans un clair déficit de personnel étant donné la croissance économique et nous avons une nécessité ici, c'est d'augmenter notre productivité. Je l'ai dit aujourd'hui, c'est important d'augmenter les investissements pour nos entreprises, d'assurer un saut technologique important avec une augmentation de l'automatisation. Et la Russie doit être parmi les 25 premiers pays du monde en matière de robotisation. C'est-à-dire que nous avons besoin de 100 000 robots et leur production doit être accélérée sur notre base technologique propre. Et celle-ci, elle existe. Cela ne fait aucun doute et nous pouvons améliorer donc l'efficacité de nos processus industriels. L'instrument important ici, c'est une production soucieuse de l'économie et nous avons plus de 6 000 entreprises aujourd'hui qui sont impliquées sur un total de 120 000 qui sont impliquées dans ce projet national. Les projets nationaux qui ont été rattachés à ce grand projet doivent être prolongés. C'est essentiel pour notre économie. Il faut aussi étendre cette pratique pour qu'en 2030, nous ayons dans le projet d'amélioration de la productivité un minimum de 40% des entreprises. Et toutes les organisations, tous les organismes municipaux, fédéraux, et pour les entreprises, cela signifiera une augmentation de la production, une augmentation du niveau de qualité et des assurances pour le travail, pour les salaires, pour les emplois. Et dans les 6 années à venir, nous devons avoir une croissance supérieure à l'augmentation du PIB. La cinquième évolution structurelle ici, c'est la révolution des plateformes. C'est-à-dire que la productivité, elle est liée directement à la numérisation avec les technologies de l'intelligence artificielle. Et d'ici 2030, nous avons besoin de mettre en place des plateformes numériques dans tous les secteurs économiques et sociaux. Et cet objectif ne pourra être satisfait que si nous faisons participer ici tous les secteurs de l'action de l'État, dans tous les secteurs. Et nous devons utiliser des logiciels de conception russe. Pour soutenir le secteur des hautes technologies, il y a des mesures à prendre ici avec des coefficients augmentés de calcul fiscal, avec des réductions fiscales pour les entreprises dans ce domaine. Et cela sera fonctionnel jusqu'à l'année 2030. Et je demande au gouvernement de préparer de nouvelles mesures pour soutenir cette politique et de définir le niveau des marchés publics qui doivent être passés ici pour soutenir ces entreprises. Je le répète, c'est ce niveau de garantie sans lequel on ne peut pas réduire le volume des marchés publics. Nous avons lancé ce processus fonctionne. Ici, il s'agit d'utiliser le plus largement possible les solutions numériques pour réduire les délais de réalisation des grands projets.
Nous devons supprimer toutes les barrières administratives et toutes les exigences superflues dans l'établissement de tous ces rapports et de tous ces processus économiques que je ne vais pas énumérer ici, mais nous savons qu'il y a beaucoup à faire. Nous allons poursuivre donc ce travail pour que la Russie construise plus de ponts, d'usines, d'écoles, avec des logements qui correspondent aux standards élémentaires de qualité communément reconnus, et tous ces secteurs ont un potentiel considérable, notamment en utilisant les ressources secondaires conformément aux standards verts et aux standards des nouvelles technologies. À cet égard, la sixième évolution structurelle ici, c'est l'avancée dans les innovations. Et je pense que sur tous les domaines, nous avons l'intention ici d'être parmi les 6 leaders dans le monde pour ces processus et arriver à hauteur de 2% du PIB dans les projets nationaux liés aux hautes technologies et surtout liés à garantir notre souveraineté technologique dans différents domaines, dans le domaine de l'espace, dans le domaine de l'énergie, de la chimie et d'autres. Ces projets doivent être réalisés pour proposer des solutions en matière de vulgarisation de la connaissance, de formation des cadres, de production en série de nouveaux projets, pour que notre production soit de haute technologie. Et ces grands projets vont entrer dans la logique des piliers de notre économie, qui doivent servir donc de base pour notre croissance économique générale. Et il conviendra ici de perfectionner aussi notre base juridique pour que toutes ces initiatives techniques puissent être soutenues. Ce potentiel ici en matière d'innovation est énorme. Nous devons le mettre en valeur autant que possible, correspondant aux grandes tendances internationales. Et pour les 4 premiers mois de cette année, la Russie a déjà déposé 8000 brevets pour de nouvelles solutions innovantes et essentiellement dans des domaines qui sont critiques pour notre pays, le transport, la métallurgie, etc. Et cela nous permet de garantir notre propriété intellectuelle et de faire en sorte que ces innovations ensuite ne soient pas abandonnées, mais soient mises en pratique concrètement dans tous les processus industriels. Il faut ici prévoir la possibilité de transmettre des brevets, c'est l'estimation qu'ont certains experts, à des centres de recherche pour que certaines entreprises puissent les mettre en valeur dans des nouvelles solutions techniques concrètes. Et cela doit se faire aussi au niveau de l'enseignement, de la formation. Il faut éviter ici tout arbitraire juridique, c'est-à-dire que s'il y a un brevet, c'est une propriété intellectuelle. Donc il faut ici que nous ayons un mécanisme qui fonctionne parfaitement, de façon parfaitement saine pour l'utilisation de ces solutions techniques. Et que nous devons travailler tous ensemble au niveau du gouvernement, du Parlement. La 7e évolution structurelle ici, c'est la transformation des efforts faits pour soutenir les PME. Aujourd'hui, nous avons à peu près 6 500 000 entreprises qui sont des PME ou des TPE, et si elles représentaient jusqu'à 25 millions de personnes ces dernières années, et je tiens à rappeler, certains avaient dit que ce n'était pas un objectif réalisable. Aujourd'hui, cet objectif, il est réalisé, il a même été réalisé avant terme. Nos entrepreneurs, notamment la jeune génération, choisit des marchés, des niches, propose des solutions et dépasse
par leurs caractéristiques, ce qui était fait à l'étranger. Et on voit ici un saut qualitatif qui est important. Nous avons des marques reconnues ici, qu'il s'agisse de biens de consommation tels que l'habillement, les chaussures, les cosmétiques, mais aussi la pharmaceutique et d'autres produits. L'an dernier, il y a eu plus de 143 000 demandes de marques enregistrées. C'est le double de ce que nous avions en 2019, c'est-à-dire avant le Covid. Et l'enregistrement de ces marques est une des procédures les plus simples et les plus rapides au monde. Le délai d'examen est de 4 mois et ensuite, donc il y a un certificat électronique qui est délivré et ça c'est important, c'est-à-dire que de plus en plus, nous avons des marques régionales qui apparaissent. Ça, c'est important. Ça correspond à aux cultures et aux traditions de notre pays. Les gens sont très attachés à leur terre natale, au sens assez étroit des termes. Et c'est important parce que ça veut dire que les gens veulent acheter, veulent produire. Les gens veulent acheter des produits nationaux, régionaux. Et beaucoup de marques régionales ici sont qualifiées de créatives, d'artistiques. C'est-à-dire que la moitié des entités de la Fédération de Russie fonctionnent de façon systématique pour promouvoir ces marques. Et je demande au Parlement, à la session de l'automne, d'adopter des dispositions légales pour favoriser ces mesures. Nous allons créer toutes les conditions pour que les petites entreprises puissent se développer de façon encore plus rapide, avec des mesures de soutien et en plus, en ajoutant de nouvelles mesures, il y a un rôle important ici qui revient à ces PME, puisque il y a ce qu'on appelle la vente en ligne. On voit ici une infrastructure qui se met en place, qui se développe très très bien et qui est un système de livraison de la production nationale, même dans des localités qui sont éloignées ou difficiles d'accès. Et nous avons ici ce schéma qui s'inscrit notamment dans l'Union économique eurasiatique et dans la mise en place de la stratégie de la Poste de Russie. Nous avons ici un véritable projet national. Et j'ajouterais que l'aide aux PME russes entre aussi dans le cadre d'un concours national, connaît les nôtres, selon son titre, avec 2 fois plus de participants cette année que l'année dernière. Donc ce concours qui est maintenant reconnu et qui constitue une pratique positive avec un échange de compétences, avec un développement régional. Et j'attire ici l'attention des collègues qui sont gouverneurs. Quasiment tous les participants de ces concours et beaucoup d'entrepreneurs russes soutiennent les combattants et anciens combattants de l'opération militaire spéciale qui est en cours. Ils soutiennent les familles, c'est important. Ils envoient leur production, ils achètent des effets personnels, ils aident les hôpitaux de campagne. Et donc il y a une mission sociale ici qui est importante. C'est le patriotisme illustré de la façon la plus manifeste ici. Et cela suscite un très grand respect. Je vous remercie. Chers collègues, la huitième évolution structurelle ici, c'est de mettre en valeur les opportunités des régions de Russie avec une croissance, une motivation pour favoriser l'activité économique, pas seulement des grandes villes, mais aussi des petites localités, pour que la population puisse trouver des professions intéressantes, bien payées, que les familles puissent élever leurs enfants dans des conditions normales. Et l'an prochain, nous lancerons un grand projet national soutenu par l'État qui sera un programme qui s'appellera Formation, Santé publique, Sport et Réussite écologique. Cela concerne absolument toutes nos localités, tout notre tissu national, et nous avons besoin ici d'une base économique solide. Elle se
constitue au niveau local. Nous allons renforcer les opportunités des régions et à cet égard, le gouvernement discute de la possibilité de déplacer les sièges des grandes entreprises dans les régions et cela c'est important, c'est un effort de décentralisation qui a suivi il y a déjà de grands exemples comme Rus Hydro qui s'est déplacé de Moscou à Novosibirsk et donc cela notamment peut se faire dans les zones qui sont particulièrement prometteuses, notamment dans le cadre des plans généraux de développement par exemple utilisés dans l'extrême-orient russe avec il y a aujourd'hui des dossiers qui sont en cours d'étude pour 200 localités régionales et des villes qui ont des rôles importants dans la souveraineté technologique et industrielle de notre pays et il est important ici de supprimer le maximum de restrictions que nous avons, restaurer les ouvrages d'art, les voies de circulation pour avoir une infrastructure importante ici. Une infrastructure aussi au niveau budgétaire, c'est-à-dire que le volume des investissements budgétaires dans le développement des infrastructures sera augmenté à hauteur de 250 milliards de dollars par an et à 2030, nous devrions arriver à 2500 milliards de roubles. Et c'est pas simplement dans la limite des régions, mais il y a aussi des concours entre les projets régionaux. Je note encore une autre décision qui a déjà été adoptée, c'est le soutien aux finances régionales. Nous effaçons 2/3 des dettes budgétaires, c'est-à-dire que les entités de la fédération doivent en retour utiliser ces sommes pour le développement des zones de développement avancées en matière de développement des routes et de ponts, de transports en commun, de fonds locatifs et de services communaux et donc tout cela entre dans les plans généraux et je demande au gouvernement d'examiner chaque détail de ce mécanisme. En plus de l'augmentation de cette potentialité des infrastructures, ici, il y a aussi la mise en valeur des terrains abandonnés, ils sont nombreux et il y en a des dizaines de milliers partout dans le pays et il faut que ces terrains soient mis en valeur, aménagés pour le bien de la population. En Russie, il y a plus de 181 000 bâtiments abandonnés et un tiers d'entre eux sont enregistrés et le reste abandonné. Donc il y a un travail ici. Il y a un travail aussi à faire au niveau des décharges publiques. C'est un travail qui a été commencé. Certaines localités disent ne pas avoir de fonds pour ça, mais s'il y a des entreprises qui sont prêtes à le faire, il faut que, par exemple, l'entreprise qui investit pour l'évacuation de cette décharge puisse bénéficier du terrain sur lequel elle était située. Je demande au gouvernement de travailler avec les entités régionales pour développer ces programmes d'aide parce que beaucoup d'autorités régionales ont effectivement un fonds immobilier ou foncier qui n'est pas exploité. Et évidemment, il faut éviter les abus en la matière. Donc, il faut réfléchir ici à mettre en place un système et je suis convaincu qu'une solution juste permettra d'améliorer le milieu urbain et social pour une capitalisation des ressources des entreprises et des villes et aussi développer des possibilités de construction de nouveaux logements. C'est important pour la population et comme vous le savez, nous avons prolongé jusqu'à 2030 le crédit hypothécaire familial qui est fixé à 6% et que toute famille doit pouvoir utiliser. Je propose ici des solutions dans le domaine social
sociale, notamment pour les familles qui vivent dans les petites localités ou dans les zones où les logements sont en nombre insuffisant, pour que les familles qui ont des enfants pourront bénéficier indépendamment de l'âge des enfants, qu'ils puissent avoir un logement plus grand au crédit de 6%, et la seule condition étant qu'un des enfants soit mineur. Et ces préférences tarifaires pourront être étendues à toutes les régions de Russie pour toute famille qui veut construire sa maison. Si c'est le cas, par exemple, si une famille veut construire sa propre maison, et c'est important pour les familles nombreuses, et je prie le gouvernement de lancer ce programme dès le 1er juillet de cette année, et pour améliorer l'aspect des villes, je prie d'organiser des concours de villes confortables, de villes agréables. C'est important. Ce programme qui avait été déjà lancé a eu beaucoup de retours positifs. Par exemple, l'aménagement de quais dans les villes ou la rénovation de sites culturels ou historiques. Et en 2030, nous aurons des milliers de sites de ce type à restaurer, à rénover. Cela participe de l'édification de notre culture nationale, en impliquant les jeunes, en impliquant les entreprises. C'est une stratégie qui se fait à long terme. Cela comprend aussi notamment l'activité touristique, le nombre de l'activité touristique a augmenté pour concerner 40 millions de personnes. Nous prévoyons la construction, nous avons déjà lancé la construction de beaucoup de stations balnéaires, de stations de ski par exemple, de parcs. Et notre politique économique et sociale doit se faire pas seulement sur le plan de l'efficacité, mais aussi sur le plan de la justice. Et 9e évolution structurelle ici, c'est la baisse des inégalités, c'est l'augmentation des revenus de la population. Cela a un impact direct sur le niveau de vie et sur l'augmentation de la consommation en interne. Là, tous les instruments doivent être lancés. Il doit y avoir des déductions fiscales. Et l'instrument principal ici, dont j'ai déjà parlé aujourd'hui, c'est l'augmentation des salaires. Il y a des solutions qui sont prises, notamment en matière d'indexation du salaire minimum officiel, qui a déjà dépassé le minimum vital, comme c'est inscrit dans la Constitution, mais il doit être indexé à l'augmentation générale des salaires dans le pays. Dès l'année prochaine sera établi un rapport entre le salaire minimal et la valeur médiane des salaires de la population. En 2025, ce salaire minimum sera de 48% du salaire médian, c'est-à-dire ça fera une augmentation de 15% ensuite. Et le rapport avec les autres salaires sera calculé pour qu'en 2030, ce salaire minimum soit à hauteur de 35 000 roubles. 10e évolution structurelle, c'est l'augmentation de la qualité de vie des familles russes. Je l'avais abordé en détail lors de mon discours à l'Assemblée fédérale, mais je rappelle qu'ici, l'augmentation de la natalité et le soutien à la famille, l'accès facilité à la recette pour les handicapés et les personnes ayant eu la pénibilité du travail, tout cela est important. Et ce changement doit se faire avec un objectif essentiel, c'est l'augmentation de l'espérance de vie. Et la mise en place de ce potentiel est important pour toutes les générations. Chers amis, l'économie mondiale
entre dans une période de grande transformation. Nous avons un monde multipolaire qui se met en place. Nous avons une politique financière, économique, d'investissement qui s'inscrit dans cette dynamique. Et la Russie réagit aux défis. Elle évolue de façon dynamique. Elle fait plus d'efforts, justement, pour développer sa capacité économique. Et ça, c'est grâce à l'implication des grands investisseurs, des grands dirigeants des entreprises, des autorités régionales qui mettent au premier plan des valeurs comme la confiance, la justice. Nous allons continuer à soutenir ces changements positifs dans la société et dans l'économie. Et c'est l'objectif national qui nous permet de concentrer justement le travail que nous faisons au niveau des grands plans et des grands projets de défense de notre souveraineté, d'amélioration du climat des affaires, et nous sommes ouverts à tout type de coopération avec tous les partenaires qui y sont prêts, avec les pays, les entreprises, les grandes organisations internationales. Je vous remercie pour votre patience et vous souhaite un plein succès.